C'est Lutter contre tout ennemi, un thriller, Luke Stone, volume 4, écrit par Jack Mars, lu par Jean. Chapitre 1 16 octobre, 5h25, heure d'été des Rocheuses, Canyon Marble, Parc national du Grand Canyon, Arizona. Ils arrivent niés de partout. Luke essayait de survivre jusqu'au lever du soleil, mais ce dernier tardait à montrer le bout de son nez. Il faisait froid et il n'avait plus de t-shirt. Il l'avait déchiré dans le feu de l'action. Il ne lui restait plus de munitions. Des combattants talibans enturbanés et barbus déferlaient sur le poste avancé. Autour de lui, des hommes hurlaient. Luke jeta son fusil vide et sortit son pistolet. Il tira quelques coups de feu sur ses propres positions qui étaient submergées par les troupes ennemies. Certains s'échappèrent, mais d'autres continuèrent à arriver par-dessus le mur. Où étaient ces hommes? Est-ce qu'il y avait encore quelqu'un de vivant? Il tua l'homme qui se trouvait le plus près de lui d'une balle dans la tête. Son crâne explosa comme une tomate écrasée. Il prit l'homme par la tunique et se servit de son corps comme bouclier. L'homme décapité lui parut léger comme une plume. Luke sentit l'adrénaline monter en lui. C'était comme si le cadavre de cet homme n'était qu'un vieux tas de vêtements. Il continua à tirer et tua 4 autres hommes. Puis il se retrouva à nouveau sans munitions. Un taliban chargea avec un AK-47 muni d'une baïonnette. Luke lança le cadavre dans sa direction, puis son pistolet. Ce dernier heurta l'homme à la tête, ce qui le fit perdre l'équilibre l'espace d'une seconde. Luke en profita pour attaquer. Il passa à côté de la baïonnette et enfonça ses doigts dans les yeux de l'homme. L'homme hurla. Ses mains se portèrent à son visage. Luke avait maintenant pris possession de l'AK-47. Il enfonça à plusieurs reprises la baïonnette dans la poitrine de son ennemi, en l'enfonçant profondément. L'homme laissa échapper son dernier souffle à 5 centimètres du visage de Luke. Luke fouilla rapidement le corps de l'homme. Il avait une grenade dans la poche de sa poitrine. Luke la prit, la dégoupilla et la lança par-dessus les des remparts, en direction des hordes qui ne cessaient de déferler. Boum! La grenade avait explosé juste là, tout près de lui, en projetant de la terre, des pierres, du sang et des os. Le mur en sac de sable s'effondra en partie sur lui. Luke parvint à se remettre sur pied. Ses oreilles sifflaient. Il regarda l'AK-47. Il était vide, mais il avait toujours la baïonnette. « Allez, venez, bande de salopards !» hurla-t-il. « Venez, je vous attends !» D'autres hommes se mirent à déferler par-dessus le mur et il les poignarda de manière frénétique. Il les dépeçait de ses mains nues et leur tirait dessus avec leurs propres armes. À un moment donné, le soleil se leva, mais il ne réchauffa pas l'atmosphère. La lutte avait cessé. Il ne se rappelait pas quand, ni comment, mais elle s'était terminée. Le sol était rugueux. Il y avait des cadavres partout. Des hommes maigres et barbus gisaient au sol, les yeux écarquillés. Il vit un homme descendre la colline, en rampant, en laissant une traînée de sang derrière lui. Il savait qu'il devrait le tuer, mais il ne voulait pas risquer de se retrouver à découvert. La poitrine de Luke était toute rouge. Il était trempé de sang. Son corps tremblait sous l'effet de la faim et de la fatigue. Il regarda les montagnes autour de lui. Combien d'autres y avait-il encore dans ces montagnes? Combien de temps avant qu'il décide d'attaquer? Pas loin de lui, Martinez était couché sur le dos, au fond de la tranchée. Il gémissait. Il ne parvenait pas à bouger les jambes. Il en avait assez. Il avait envie de mourir. « Stone, dit-il. Hé, Stone, s'il te plaît, tue-moi. Tire-moi une balle dans la tête. Hé, Stone, tu m'entends ?» Luke était comme paralysé. Il n'avait pas l'énergie suffisante pour penser à Martinez ni à ses jambes. Il était juste fatigué de l'entendre se plaindre. « Je le ferai volontiers, Martinez, juste pour que tu arrêtes de te plaindre. Mais je n'ai plus de munitions. Alors, ressaisis-toi, ok. »
Il vit Murphy assis sur une pierre, le regard perdu dans le vide. Il n'essayait même pas de rester à couvert. « Murph, viens me rejoindre. Tu veux qu'un franc-tireur te tire une balle dans la tête ?» Murphy se retourna et regarda Luke. Ses yeux n'étaient plus là. Ils avaient disparu. Il secoua la tête et laissa échapper un soupir qui ressemblait presque à un rire. Il resta exactement à l'endroit où il se trouvait. Si d'autres talibans arrivaient, ils étaient cuits. Aucun de ces hommes n'arriverait à lutter très longtemps, et la seule arme dont Stone disposait, c'était la baïonnette pliée qu'il tenait en main. Pendant un instant, il envisagea de fouiller les cadavres à la recherche d'armes, mais il n'était pas sûr d'avoir la force de tenir debout. Il allait peut-être devoir ramper. Il vit soudain une rangée d'insectes noirs apparaître au loin dans le ciel. Il sut tout de suite ce que c'était. Des hélicoptères de l'armée américaine, probablement des Black Hawks. La cavalerie arrivait. Luke ne se sentit pas spécialement soulagé. En fait, il ne ressentait rien. L'absence de sentiment était un risque du métier. Il ne sentait rien du tout. Luke fut réveillé par la sonnerie de son téléphone. Il cligna des yeux. Il reprit ses esprits. Il réalisa qu'il se trouvait dans une tente, au pied du Grand Canyon. C'était juste avant l'aurore, et il se trouvait dans une tente qu'il partageait avec son fils, Gunner. Il regarda l'obscurité qui l'entourait et écouta la respiration profonde de son fils. Son téléphone continua à sonner. Il vibrait sur sa jambe, en faisant ce bruit ennuyant de vibration que les téléphones faisaient quand ils étaient en mode silence. Il ne voulait pas réveiller Gunner, mais c'était probablement un appel auquel il devrait répondre. Très peu de gens avaient mis ce numéro, et ce n'était pas le genre de personne qui appellerait Mago juste pour papoter. Il jeta un coup d'œil à sa montre. 5h30 du matin. Luke ouvrit la tirette de la tente, se glissa à l'extérieur et la referma derrière lui. Tout près de lui, dans la lueur pâle de l'aurore, Luke vit les deux autres tentes, celle d'Ed Newsam et celle de Mark Swan. Il vit les restes du feu de camp d'hier soir qu'ils avaient allumé au centre de leur campement, et certains morceaux de bois étaient encore rouges. L'air était frais et vif. Luke portait seulement un boxeur et un t-shirt. Il eut la chair de poule. Il glissa ses pieds dromes dans des sandales et descendit vers la rivière, là où le canot était amarré. Il voulait s'éloigner le plus possible du camp, afin d'éviter de réveiller qui que ce soit. Il s'assit sur un rocher et regarda les parois du canyon qui se dressaient autour de lui. En contrebas, il entendit le bruit de l'eau. Il pouvait également discerner en aval, à environ 1 kilomètre de là, le bruit des prochaines chutes. Il regarda son téléphone. Il connaissait ce numéro par cœur. C'était celui de Becca, probablement la dernière personne à laquelle il avait envie de parler à cet instant précis. Ça faisait 5 jours que Gunner était avec lui, ce qui était parfaitement légal et conforme à leur accord. C'est vrai que Gunner avait raté l'école pendant ce temps-là, mais c'était un petit génie. Il n'était vraiment pas à la traîne et il était même question de lui faire sauter des cours. Aux yeux de Luke, emmener son fils en pleine nature et lui permettre d'avoir l'occasion de tester son mental et son physique, ce n'était que bénéfique pour lui et probablement plus important que tout ce qu'il pourrait faire en restant enfermé chez lui. De nos jours, les enfants passaient bien trop de temps devant des écrans. C'est vrai que ces derniers avaient dommé leur utilité. C'étaient des outils puissants, mais c'était tout ce qu'ils étaient. Ils ne devaient pas prendre la place de la famille, de l'exercice physique, de l'amusement ou de l'imagination. Aucune véritable aventure ou expérience n'avait jamais eu lieu sur un écran d'ordinateur. Il rappela Becca. Il était sur le qui-vive, mais tout en gardant l'esprit ouvert. Quel que soit le jeu qu'elle cherchait à jouer, il allait rester calme et aussi raisonnable que possible. Le téléphone sonna une seule fois. « Luke ?»« Salut, Becca » dit-il d'une voix douce et amicale, comme si c'était la chose la plus normale du monde d'appeler quelqu'un avant le lever du soleil. « Comment vas-tu »
Je vais bien, dit-elle. Quand elle lui parlait, le ton de sa voix était toujours sec et tendu. Il savait que sa vie avec elle était terminée, mais celle qu'il partageait avec son fils ne faisait que commencer, et il était bien décidé à surmonter tous les obstacles qu'elle pourrait mettre sur son chemin. Il attendit. « Que fait Gunner ?» demanda-t-elle. « Il dort. Il est encore tôt ici. Le soleil ne s'est pas encore levé. »« Ah oui, c'est vrai, » dit-elle. « J'avais oublié le décalage horaire. »« Ce n'est pas grave, » dit-il. « J'étais de toute façon réveillé. » Il fit une brève pause. Les premiers petits rayons du soleil commençaient à apparaître à l'est, au-dessus des montagnes, et projetaient une lueur orangée sur les falaises qui se trouvaient en face. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Elle n'hésita pas une seconde. « Je veux que Gunner rentre tout de suite à la maison. »« Becca, ne cherche pas à protester, Luc. Tu sais que ça n'aura aucun poids devant un juge. Un agent spécial, souffrant de stress post-traumatique et avec des antécédents de violence, veut emmener son jeune fils dans une aventure en pleine nature, ce qui l'empêche également d'aller à l'école pendant des semaines. Je n'arrive même pas à croire que j'ai pu être d'accord. J'ai été tellement distraite que j'ai... » Il l'interrompit. « Becca, on est dans le Grand Canyon. On descend la rivière en kayak. Tu le sais, ça, n'est-ce pas? À moins qu'un hélicoptère vienne nous chercher, il va nous falloir environ 3 jours pour atteindre la rive sud, où on passera la nuit dans un lodge. Après ça, il nous faudra une journée entière de route pour atteindre Phoenix. Et si je me rappelle bien, nos billets d'avion retour sont pour le 22. Et d'ailleurs, c'est une histoire de stress post-traumatique, ce n'est pas vrai. Aucun médecin ne l'a jamais mentionné. C'est quelque chose que tu as imaginé toute seule dans... Luc, j'ai un cancer. Il s'arrêta dans son élan. Ces derniers jours, elle avait été beaucoup plus agitée que d'habitude. Il l'avait remarqué, mais il l'avait plus ou moins ignoré. Ça ne l'avait pas spécialement choquée, car elle se mettait beaucoup la pression. Becca était la championne du stress. Mais là, c'était différent. Luc sentit des larmes lui monter aux yeux et une boule se former dans sa gorge. Est-ce que c'était vrai? Quoi qu'il y ait eu entre sa deux, c'était la femme dont il était tombé amoureux. C'était la femme qui avait porté son enfant. À une époque, il l'avait aimée plus que toute autre chose sur cette terre, et certainement plus qu'il ne s'aimait lui-même. « Mon Dieu, Becca, je suis vraiment désolé. Quand l'as-tu appris? » J'ai été malade tout l'été. J'ai perdu du poids. Au début, ce n'était pas si grave que ça, mais j'ai commencé à en perdre de plus en plus. J'ai cru que c'était dû au stress, avec tout ce qui était arrivé l'année dernière. L'enlèvement, l'accident de métro, tout ce temps où tu étais loin de nous. Mais tout était revenu à la normale et j'étais toujours malade. Il y a quelques semaines, je suis allé faire quelques tests. Je vomissais beaucoup. Je ne voulais rien te dire jusqu'à ce que j'en sache plus. Maintenant, je sais. J'ai vu mon médecin hier et elle m'a annoncé la mauvaise nouvelle. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda-t-il, bien qu'il ne soit pas certain d'avoir envie d'entendre la réponse. « C'est le pancréas, » dit-elle, en faisant tomber peut-être la pire bombe qu'il aurait pu imaginer. « Au stade 4, Luc, j'ai déjà des métastases dans le côlon, dans le cerveau, dans les os. » Elle s'interrompit et il l'entendit sangloter à 3000 kilomètres de distance. « J'ai pleuré toute la nuit, » dit-elle, la voix brisée. « Je n'arrive pas à m'arrêter. » Bien qu'il se sente mal pour elle, Luc se rendit compte que toutes ses pensées étaient dirigées vers son fils. « Combien de temps ?» dit-il. « Est-ce qu'ils t'ont dit combien de temps tu avais devant toi ?»« 3 mois, » dit Becca. « Peut-être 6, mais elle m'a dit de ne pas trop espérer. Beaucoup de gens meurent et très vite. Il arrive parfois un miracle et que certains patients continuent à vivre de manière indéfinie. Mais elle m'a tout de même recommandé de mettre de l'ordre dans mes affaires. » Elle fit une pause. « Luc, j'ai vraiment peur. » Il hocha la tête. « Je m'en doute.
On sera là dès que possible. Je ne dirai rien à Gunner. Ok, je préfère que tu ne lui en parles pas. On lui dira ensemble. Ok, dit Luke. On se voit très bientôt. Je suis vraiment désolé. Ils raccrochèrent et Luke se sentit mal à l'aise. Si seulement il ne s'était pas autant disputé au cours des derniers premiers mois. Si seulement elle n'avait pas été aussi hostile à son égard. Si tout ça n'était pas arrivé, peut-être qu'il aurait trouvé un moyen de la réconforter, même à distance. Il était devenu dur avec elle et il ne savait pas s'il restait une quelconque tendresse entre eux. Il resta assis un moment sur le rocher. La lumière du jour commençait à envahir le ciel. Il ne repensa pas au bon moment qu'il avait passé avec elle, et il évita de penser aux disputes qu'ils avaient eues cette année, et combien elle était restée campée sur ses positions. Il avait l'esprit vide, et c'était tant mieux. Il fallait qu'il trouve un moyen de sortir de ce canyon, et il devait annoncer à Ed et à Swan qu'il devait partir le plus tôt possible avec Gunner. Il se leva du rocher et retourna au camp. Ed était levé et il était accroupi à côté du feu. Il l'avait rallumé et il faisait chauffer du café. Il était torse nu et il ne portait donc rien d'autre qu'un boxeur et des tongs. Son corps était tout en muscles et il n'avait pas un gramme de graisse. On aurait dit un lutteur sur le point d'entrer dans une cage. Il regarda Luke s'approcher et fit un geste en direction de l'ouest. De ce côté-là, le ciel était encore sombre, mais la nuit perdait du terrain, chassée par les lueurs de l'aube. Au-dessus d'eux, les parois du canyon étaient illuminées par les premiers rayons du soleil, projetant des stries rouges, oranges, roses et jaunes. « C'est vraiment trop beau, » dit Ed. « Ed, » dit Luke, « j'ai de mauvaises nouvelles. » Chapitre 2 21h15, heure de Greenwich, 16h15, heure d'été de l'Est, commune de Molenbeek, Bruxelles, Belgique. L'homme mince savait parler néerlandais. « Gaveg » dit-il à voix basse. « Va-t'en. » Il ne s'appelait pas Jamal, mais c'était le nom qu'il donnait parfois aux gens, et c'était sous ce nom que de nombreuses personnes le connaissaient. La plupart des gens l'appelaient Jamal. Certains l'appelaient le fantôme. Il était debout dans l'ombre, près d'une poubelle qui débordait, dans une étroite rue pavée. Il fumait une cigarette et regardait une voiture de police qui était garée dans la rue principale. La rue dans laquelle il se trouvait n'était qu'une petite ruelle, et en restant dans l'ombre, il savait que personne ne pouvait le voir. Les boulevards, les trottoirs et les ruelles de ce quartier musulman tristement célèbre étaient trempés par la pluie froide qui venait de s'arrêter 10 minutes plus tôt. L'endroit était vraiment désert ce soir. Sur le boulevard, la voiture de police démarra et se mit lentement à rouler dans la rue. C'était la seule voiture. Jamal sentit une pointe d'excitation, c'était presque de la peur, en regardant la voiture de police. Il n'avait aucune raison de l'embêter. Il n'avait enfreint aucune loi. Il était bien rasé et bien habillé, dans son costume foncé et ses chaussures en cuir italien. Il pouvait très bien passer pour un homme d'affaires, ou même pour le propriétaire des immeubles qui l'entouraient. Il n'était pas le genre de personne que la police arrêtait et fouillait, même s'il lui était déjà arrivé de se retrouver dans les mains des autorités, pas ici en Belgique, mais ailleurs. L'expérience avait été désagréable, et le mot était faible. Il s'était déjà entendu hurler de douleur pendant plus de 12 heures d'affilée. Il secoua la tête pour balayer cet homme et cette image, finit sa cigarette et jeta son mégot par terre. Il se retourna en direction de l'allée. Il passa à côté d'un panneau rond et rouge, barré d'une rayure blanche horizontale. Défense d'entrée. La ruelle était trop étroite pour les voitures. Si la police décidait soudain de le suivre, elle allait devoir le faire à pied, ou il devrait faire le tour par l'autre côté, et le temps qu'il le fasse, il aurait déjà disparu. 50 mètres plus loin, il ouvrit la porte d'un bâtiment particulièrement délabré. Il gravit les marches d'un escalier étroit
jusqu'au 3e étage, où l'escalier se terminait sur une épaisse porte blindée. Les vieilles marches en bois étaient déftrées et déformées, et tout l'escalier penchait légèrement sur le côté. Jamal frappa du poing sur l'épaisse porte en suivant une séquence bien définie. Bang bang, bang bang. Il fit une pause de quelques secondes. Bang. Un œil apparut derrière le Judas. L'homme qui se trouvait de l'autre côté se mit à grogner en voyant qui c'était. Jamal l'entendit tourner la clé dans la serrure, puis soulever la barre en acier qui était enfoncée dans un trou au sol. La police aurait vraiment du mal à entrer dans cet appartement s'ils venaient seulement à avoir des soupçons sur cet endroit. « Assalam alaykoum » dit Jamal en entrant. « Wa alaykoum salam » dit l'homme qui lui ouvrit la porte. C'était un type baraqué. Il portait un vieux t-shirt sans manches, un pantalon et des bottines. Une barbe hirsute lui couvrait le visage et il avait d'épais cheveux noirs bouclés. Il avait un regard éteint. Il était tout ce que l'homme mince n'était pas. « Comment vont-ils » demanda Jamal en français. L'homme haussa les épaules. « Bien, je crois. » Jamal traversa un rideau de perles avant de s'avancer dans un couloir et d'entrer dans une petite pièce, qui aurait certainement fait office de salon si c'était une famille qui habitait à cet endroit. La pièce crasseuse était remplie de jeunes hommes. La plupart portaient au moins des t-shirts avec leur équipe préférée de football, un jogging et des baskets. Il faisait chaud et humide dans la pièce, peut-être en raison de la promiscuité qui y régnait. Il y flottait une odeur corporelle mélangée à celle de chaussettes mouillées. Au milieu de la pièce, posé sur une grande table, en bois, se trouvait un objet argenté de forme oblongue. Il faisait environ 1 mètre de long et 50 centimètres de large. Jamal avait vécu en Allemagne et en Autriche, et l'objet lui faisait penser à un fût à bière. Excepté pour son poids, il était assez léger. C'était une réplique assez fidèle d'une ogive nucléaire d'OV-80 américaine. 2 jeunes hommes se trouvaient autour de la table, tandis que les autres les observaient. L'un était debout devant un petit ordinateur intégré dans une valise en acier. La valise était également équipée d'un panneau de contrôle, qui comprenait 2 interrupteurs, 2 lumières, LED, une rouge et une verte, et un clavier. Un câble reliait la valise à un autre panneau de contrôle qui se trouvait sur le côté de l'ogive nucléaire. Tout ce dispositif, la valise et l'ordinateur intégré, était connu sous le nom de dispositif de commande UC 1583. C'était un appareil conçu pour servir à une seule chose, communiquer avec une arme nucléaire. Le deuxième homme était penché sur une enveloppe blanche posée sur la table. Un microscope numérique hyper précis était accroché à son œil et il examinait l'enveloppe de près. Il cherchait quelque chose de bien précis, un minuscule point, pas plus gros qu'un point, en fin de phrase, où était incrusté le code qui armerait et activerait l'ogive nucléaire. Jamal s'approcha d'eux. Le jeune homme avec le microscope examinait soigneusement l'enveloppe. Il couvrait de temps en temps le microscope de sa main pour avoir une vue d'ensemble avec son autre œil. Il cherchait toute tache d'encre ou toute imperfection qui pourrait avoir l'air suspecte. Puis, il se remettait à examiner l'enveloppe au microscope. « Attends » murmura-t-il à voix basse. « Attends. »« Dépêche-toi » lui dit son partenaire d'une voix impatiente. Ils étaient non seulement jugés pour leur précision, mais aussi pour leur rapidité. Quand le moment viendrait, ils allaient devoir agir très rapidement. « Ça y est, je l'ai !» Ce fut maintenant à son partenaire d'agir. De mémoire, le jeune homme introduisit une séquence qui permettait à l'ordinateur d'accepter un code d'armement. Il le fit avec des mains tremblantes. Il était tellement nerveux qu'il fit une erreur en introduisant la séquence et qu'il dut recommencer. « Ok, » dit-il, « vas-y, donne-moi le code. » Lentement et de manière très intelligible, l'homme au microscope lut une séquence de 12 chiffres. L'autre homme tapa chacun de ces chiffres sur le clavier. Après le 12e,
L'homme au microscope dit « terminé ». L'homme à l'ordinateur introduisit alors une autre séquence, alluma 2 interrupteurs et tourna la molette. La lumière laide et verte s'alluma sur le panneau de contrôle. Le jeune homme sourit et se tourna vers son instructeur. « Armée et prête à être lancée, » dit-il, « si Dieu le veut. » Jamal lui sourit en retour. Il n'était qu'un observateur ici. Il était venu pour voir comment les recrues les progressaient. C'étaient dans les de vrais croyants et il se préparait à une probable mission suicide. Si les codes n'étaient pas introduits correctement, les ogives pouvaient tout simplement se désactiver. Elles pouvaient également s'autodétruire en projetant un nuage mortel de radiation et tuant tout le monde dans le quartier. Personne ne savait exactement ce qui se passerait si des codes incorrects étaient introduits. Ce n'était que spéculation à ce sujet. Les Américains gardaient l'Odyssée bien secret, mais ça n'avait aucune importance. Ces jeunes hommes étaient prêts à mourir et c'était probablement ce qui allait se passer. Sans même tenir compte des codes, quand les États-Unis allaient se rendre compte que leurs précieuses ogives nucléaires avaient même été volées, ils n'allaient même pas répondre de manière tendre. Non, ils allaient se lâcher, mettre le paquet et tout détruire sur leur passage. Jamal hocha la tête et récita silencieusement une prière de remerciement. Ça avait été du boulot de mettre sur pied ce projet. Ils avaient eu les moudjahidines dont ils avaient pas ni besoin. Mais il est vrai qu'il était assez facile de trouver de jeunes hommes prêts à mourir pour leur foi. Les autres éléments de ce projet étaient plus compliqués. Ils allaient bientôt avoir les plateformes de lancement et les missiles. Jamal allait y veiller personnellement. Les codes avaient été promis, et il était certain qu'ils allaient les recevoir comme prévu. Après ça, tout ce dont ils auraient besoin, c'était des ogives nucléaires. Et si Dieu le voulait, il les aurait également très bientôt. Chapitre 3 19 octobre, 13h15, heure d'été de l'Est, comté de Fairfax, Virginie, banlieue de Washington, D.C. Luke avait payé un hélico pour les sortir, lui et Gunner, du canyon. Il s'était débrouillé pour leur trouver un nouveau vol et il avait roulé comme un dingue pour arriver à temps à l'aéroport de Phoenix. Pendant tout ce temps, il avait fait de son mieux pour esquiver les questions de Gunner qui se demandait pourquoi ils avaient interrompu leurs vacances de manière aussi soudaine. « Ta mère a juste envie que tu rentres. Tu lui manques et elle n'aime pas que tu rates autant de jours d'école. » Assis sur le siège passager, Gunner n'avait pas du tout l'air de croire ce que son père lui disait. C'était un enfant intelligent. Il savait quand on lui mentait. Luke détestait vraiment l'idée que son fils sache pertinemment qu'il lui racontait des histoires. « Je pensais que toi et maman, vous vous étiez mis d'accord avant qu'on parte. »« Oui, c'est vrai, » dit Luke en haussant les épaules. « Mais il y a eu du changement. Écoute, on en parlera dès qu'on arrive, ok ?»« Ok. » Mais Luke voyait bien que ce n'était pas ok, et ce serait bientôt encore pire. Et maintenant, 2 jours plus tard, il était assis là, sur le divan confortable du salon de son ancienne maison. Gunner était à l'école. Luke regarda autour de lui. À une époque, lui et Becca avaient eu une vie agréable, ici. C'était une maison magnifique, moderne, qui semblait tout droit sortie d'un magazine d'architecture. Le salon, avec ses grandes baies, vitrées, ressemblait à une grande cage en verre. Il se rappela l'époque de Noël, assis dans ce magnifique salon, avec un sapin de Noël dans un coin, un feu dans la cheminée et la neige qui tombait autour d'eux. Il en avait vraiment un souvenir chaleureux. Mais cette époque était révolue. Becca s'affairait dans la maison. Elle rangeait, faisait les poussières et nettoyait un peu. À un moment donné, elle sortit l'aspirateur de l'armoire, mais il lui échappa des mains. Elle n'allait vraiment pas bien, psychologiquement. Il avait essayé de la prendre dans ses bras quand il était arrivé, mais elle était restée de glace, les bras ballants. « J'étais vraiment passé à autre chose, tu sais ?»
dit-elle. J'étais prête à tourner la page de notre relation et à avancer. J'ai même eu quelques rencarts cet été quand Gunner était avec toi. Pourquoi pas, après tout? Je suis encore jeune, non? Elle secoua la tête d'un air triste. Luke resta silencieux. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire, de toute façon? Tu veux savoir quelque chose, Luke? Le premier encart que j'ai eu, c'était avec un professeur, un type sympa qui m'a demandé ce que tu faisais dans la vie. Je lui ai dit la vérité. Oh, mon ex-mari se consacre à tuer des gens pour le gouvernement. Il était dans la force Delta. Et tu sais ce qui est arrivé après ça? Je vais te le dire, il ne s'est rien passé. Ça doit être la dernière fois que j'ai entendu parler de lui. Il a entendu le mot force Delta et il a disparu. Tu fais peur aux gens, Luke. Luke haussa les épaules. Pourquoi tu ne leur dis pas autre chose? Ce n'est pas comme si... C'est ce que je fais maintenant. Je dis aux gens que tu es avocat. Pendant une fraction de seconde, Luke se demanda ce que le mot « gens » englobait. Est-ce qu'elle avait des rencarts tous les jours? 2 fois par jour? Il secoua la tête. Ça ne le regardait pas, de toute façon, tant qu'elle était en sécurité. Mais même comme ça, elle et Peel étaient occupés à mourir. Elle ne serait plus jamais en sécurité, et il ne pouvait rien y faire. Un long silence s'installa entre eux. « Est-ce que tu aimerais avoir une seconde opinion ?» Elle hocha la tête. Elle avait l'air à moitié hébétée, sous le choc, comme tous ces survivants de catastrophes que Luke avait vus tant de fois. Mais en même temps, elle avait l'air en pleine forme, un peu plus mince que d'habitude, mais personne n'aurait pu deviner qu'elle avait un cancer. C'est la chimio qui leur donne cet air malade, et la moitié du temps, c'est également ça qui finit par les tuer. J'ai déjà eu une seconde opinion par l'un de mes anciens collègues. Je vais consulter une 3e fois début de la semaine. Si ça se confirme, je commencerai un traitement jeudi. « Est-ce qu'il est possible d'opérer ?» demanda Luke. Elle secoua la tête. « C'est trop tard. Le cancer est partout. » Elle s'arrêta un moment de parler. « La chimio est la seule option. Et si ça ne marche pas, je peux essayer avec des traitements alternatifs, si je suis toujours vivante. » Elle se remit à nouveau à pleurer. Elle était debout au milieu du salon, le visage enfoui dans ses mains, le corps secoué par les sanglots. Elle avait l'air d'une petite fille sans défense. Luke eut de la peine en la voyant dans cet état. Il avait très souvent côtoyé la mort au cours de sa vie. Mais ça, il n'y était pas préparé. Ça ne pouvait pas être réel. Il se leva du divan et s'approcha d'elle. Il voulait essayer de la réconforter. Elle le repoussa d'un geste violent. « Surtout, ne me touche pas, reste loin de moi. » Elle le regarda d'un air furieux. « C'est toi !» hurla-t-elle. « Tu rends les gens malades. Tu ne le vois pas? Tu asphyxies les gens, toi et toutes tes histoires de super-héros. » Elle hocha la tête d'un côté à l'autre en faisant semblant de l'imiter. « Oh, je suis désolée, chérie, » dit-elle d'une voix qui se voulait masculine. « Il faut que je parte sauver le monde. Je ne sais pas si je serai encore vivant dans 3 jours. Mais occupe-toi bien de notre fils, ok? Je ne fais juste que mon devoir de patriote. » Elle bouillonnait de rage, puis sa voix revint lentement à la normale. « Tu fais ça parce que ça t'amuse, Luke. Tu fais ça parce que tu es quelqu'un d'irresponsable. Pour toi, il n'y a aucune conséquence. De toute façon, tu t'en fous de mourir. Et les autres n'ont qu'à se débrouiller pour gérer leur stress. Praloy. » Elle éclata en sanglots. « J'en ai vraiment terminé avec toi. Je ne veux plus te voir. » Elle lui fit un geste de la main. « Je suis sûre que tu n'as pas besoin que je te raccompagne. Alors, va-t'en, ok? Pars et laisse-moi mourir en paix. » Sur ces mots, elle quitta la pièce. Il y eut un moment de silence, puis il l'entendit pleurer dans la chambre à coucher. Il resta un bon moment debout au milieu du salon, sans savoir quoi faire. Gunner allait de rentrer de l'école dans 2 heures. Ce n'était pas une bonne idée de le laisser seul avec Becca, mais en même temps, il n'avait pas trop le choix. Elle avait la garde de Gunner. Il n'avait qu'un droit de visite.
S'il emmenait Gunner avec lui sans demander la permission à Becca, ce serait considéré comme un enlèvement. Il soupira. Ce n'était pas comme si les questions légales avaient bien tendance à l'arrêter normalement. Luke était perdu. Il se sentait vidé de son énergie, et il n'avait encore rien raconté à Gunner. Peut-être qu'il devrait appeler les parents de Becca et leur parler. C'est vrai que Becca s'était toujours occupée de toutes les questions domestiques quand ils étaient ensemble. Peut-être qu'elle avait raison à son sujet. Il était beaucoup plus à l'aise à parcourir le monde et à jouer aux gendarmes et aux voleurs. Il savait que des gens se préoccupaient pour lui, mais lui ne se sentait pas du tout tracassé. Quel genre de personne vivait ainsi? Peut-être quelqu'un qui n'avait jamais grandi. Sur la table basse devant le divan, son téléphone se mit à sonner. Il le regarda comme si c'était une sorte d'animal dangereux, une vipère prête à attaquer. « Stone !» dit-il en décrochant. Il entendit une voix d'homme de l'autre côté de la ligne. « Je vous passe la présidente des États-Unis. » Il leva les yeux et vit Becca dans l'embrasure de la porte. Apparemment, elle avait entendu son téléphone sonner. Elle y était des revenus pour écouter la conversation qui ne ferait que lui confirmer l'opinion qu'elle avait au sujet de lui. Pendant une fraction de seconde, il ressentit une véritable haine à son égard. Elle allait finir par avoir raison. Jusque dans sa tombe, elle parviendrait à le crucifier. Il entendit la voix de Susan Hopkins à l'autre bout du fil. « Luke, vous êtes là ?»« Bonjour, Susan. »« Ça fait longtemps, agent Stone. Comment allez-vous ?»« Je vais bien, » dit-il. « Et vous ?»« Bien, » dit-elle, mais le ton de sa voix trahissait le contraire. « Écoutez, j'ai besoin de votre aide. »« Suzanne, » commença-t-il à dire, « ça ne vous prendra qu'une journée, mais c'est vraiment très important. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse régler ça rapidement et en toute discrétion. »« C'est à quel sujet ? » ?»« Je ne peux pas en parler par téléphone, » dit-elle. « Est-ce que vous pouvez venir ?» Il sentit ses épaules s'affaisser. « Ok. Vous pouvez arriver dans combien de temps ? » Il jeta un coup d'œil à sa montre. Gunner rentrerait de l'école dans 1h30. S'il voulait passer un peu de temps avec son fils, la réunion allait devoir attendre. Mais s'il allait à la réunion, il soupira. « J'arriverai dès que possible. »« Ok, je veillerai à ce qu'on vous amène directement auprès de moi. » Il raccrocha et regarda Becca. Elle le fusillait du regard. Il y avait de la haine et de la rage dans ses yeux. « Où est-ce que tu vas, Luke ? » ?»« Tu sais très bien où je vais. »« Oh, tu ne vas pas rester pour passer un peu de temps avec ton fils et jouer au bon père de famille ? Quelle surprise ! Et moi qui pensais que... » « Becca, arrête tout de suite, ok ? Je suis désolé que tu sois... » « Tu n'auras jamais la garde de Gunner, Luke. Tu pars tout le temps en mission, n'est-ce pas ? Eh bien, tu sais quoi ? Je vais faire de toi ma mission personnelle. Tu ne le verras plus. Jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour que ce soit le cas. Ce seront mes parents qui l'élèveront, et tu n'auras plus le droit de le voir. Et tu sais pourquoi ? Luke se leva et se dirigea vers la porte d'entrée. Au revoir, Becca. Je vais te dire pourquoi, Luke, parce que mes parents sont riches, ils adorent de Gunner, et ils ne t'aiment pas. Tu penses vraiment avoir les moyens de tenir plus longtemps que mes parents devant les tribunaux ? On sait très bien que ce ne sera pas le cas. Il était presque sorti, mais il s'arrêta et se retourna vers elle. « C'est vraiment ce que tu veux faire du temps qu'il te reste ?» dit-il. « C'est vraiment la personne que tu as envie d'être ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Oui. » Il secoua la tête. Il ne la reconnaissait pas, et il se demanda s'il l'avait vraiment connue, un jour. Et sur ces mots, il sortit. Chapitre 4 23h50, heure d'Europe orientale. 17h50, heure d'été de l'Est. Alexandroupoli, Grèce. Il se trouvait à 50 km de la frontière turque. L'homme consulta sa montre.
Il était presque minuit. Ce sera pour bientôt. Il s'appelait Brown. C'était un nom qui n'en était pas un, le nom parfait pour quelqu'un qui avait disparu depuis longtemps. Brown était une ombre. Une grosse cicatrice lui traversait la joue gauche. Une balle qu'il avait évitée de justesse. Il avait une coupe à la brosse. Il était grand et fort. Les traits durs de son visage trahissaient une vie entière passée dans les forces spéciales. À une époque, Brown avait été connu sous un autre nom, son vrai nom. Mais au fil du temps, il en avait changé. Il en avait eu tellement qu'il ne se souvenait plus de tous les noms qu'il avait portés. Mais ce dernier nom était celui qu'il préférait. Brown, sans aucun prénom. Juste Brown. C'était suffisant. C'était un nom évocateur. Ça lui faisait penser à des choses mortes, aux cocofeuillets, mortes d'automne, aux arbres calcinés après un essai nucléaire, aux yeux vides de tous ceux qu'il avait tués au cours de sa vie. Brown était en cavale. Il s'était mis dans de sales draps il y a environ 6 mois, en faisant un boulot qu'on ne lui avait pas vraiment bien expliqué. Il avait dû quitter précipitamment son pays et passer dans la clandestinité. Mais maintenant, après une période d'incertitude, il était à nouveau actif. Et comme toujours, il y avait du boulot à revendre, surtout pour un homme qui avait sa capacité pour rebondir. Il se trouvait actuellement devant un entrepôt dans une zone délabrée du port de cette ville maritime. L'entrepôt était entouré de hautes clôtures, surmontées de fils barbelés, mais le portail d'entrée était ouvert. Une brise fraîche venait de la mer Méditerranée. Il était accompagné de 2 hommes qui portaient tous les deux des vestes en cuir et des mitraillettes Uzi attachées à l'épaule. Ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau, à part le fait que l'un d'entre eux s'était complètement rasé le crâne. Il vit des phares s'approcher dans la rue. « Restez vigilants », dit Brown. « Les combattants arrivent. » Une petite camionnette remontait le boulevard. Sur le côté du véhicule, il y avait une grande image représentant des oranges. L'une d'entre elles s'était coupée en 2 pour montrer l'intérieur du fruit. Il y avait également une inscription en grec, probablement le nom de l'entreprise, mais Brown ne savait pas lire le grec. La camionnette arriva devant le portail et entra directement dans la cour. L'un des hommes de Brown alla refermer le portail avant de le verrouiller à l'aide d'un énorme cadenas. Dès que la camionnette fut arrêtée, 2 hommes sortirent de la cabine avant. La porte arrière s'ouvrit et 3 autres hommes en sortirent également. Ils étaient basanés, probablement des Arabes, mais rasés de près. Ils portaient un jean, de légers coupe-vents et des baskets. L'un des hommes portait 2 grands sacs en toile sur le dos. Ses épaules s'affaissaient sous leur poids. 3 des hommes portaient des Uzis. On a des Uzis, ils ont des Uzis. Ça ne va pas rigoler. Le 5e homme, le chauffeur de la camionnette, avait les mains vides. Il s'approcha de Brown. Il avait des yeux bleus et une peau très foncée. Ses cheveux étaient noirs de jais. La combinaison de ses yeux bleus avec sa peau sombre lui donnait un air presque irréel. Les 2 hommes se serrèrent la main. « Jamal, » dit Brown, « je pensais t'avoir dit de ne venir qu'avec 3 hommes. » Jamal haussa les épaules. « J'avais besoin de quelqu'un pour porter l'argent. Et puis moi, je ne compte pas vraiment, n'est-ce pas? Alors j'en ai bien amené 3. 3 hommes armés. » Brown secoua la tête et sourit. Ça n'avait pas vraiment d'importance le nombre d'hommes que Jamal amenait. Les 2 hommes qui accompagnaient de Brown auraient facilement pu descendre un quart entier d'hommes armés. « Ok, allons-y, » dit Brown. « Les véhicules sont à l'intérieur. » L'un des hommes de Brown, qui se faisait appeler Monsieur Jones, sortit de sa poche une télécommande, et les portes du garage de l'entrepôt se mirent lentement car ouvrir. Les 8 hommes entrèrent dans l'énorme espace. À l'intérieur, 2 énormes véhicules étaient recouverts d'une épaisse bâche verte. Brown s'approcha du premier et retira la moitié de la bâche d'un geste sec, révélant l'avant du véhicule.
Voilà, dit-il. Sous la bâche se trouvait un semi-remorque, peint en vert, en marron et en brun. Jones alla retirer la bâche vers l'arrière du véhicule, où se trouvait une plateforme de lancement de missiles à 4 cylindres. Les deux parties du semi-remorque étaient séparées et indépendantes l'une de l'autre, mais elles étaient rattachées par un système hydraulique au centre. C'étaient des tracteurs érecteurs lanceurs, ou, tels, des reliques de la guerre froide, des postes mobiles d'attaque que l'OTAN avait utilisés pour cibler l'ancienne Union soviétique. Ces dispositifs de lancement étaient prévus pour lancer des modèles réduits du missile de croisière Tomahawk, qui pouvaient être équipés de petites ogives thermonucléaires. Ces armes étaient conçues pour des frappes nucléaires tactiques limitées dans l'espace, pour détruire par exemple une ville de taille moyenne ou une base militaire, sans pour autant créer une véritable destruction massive. Mais bien entendu, une fois que des ogives nucléaires étaient lancées, il n'y avait plus aucune certitude. Ce système de lancement de missiles était autrefois appelé le Griffon, en référence à la créature mythique de l'Antiquité qui avait les pattes et le corps d'un lion, mais les ailes, la tête et les serres d'un aigle, et qui protégeait les dieux. Ce système de lancement avait été démantelé en 1991, et toutes les unités étaient censées avoir été détruites. Mais il en restait encore quelques-unes. Il y avait toujours des armes cachées quelque part. Brown n'avait jamais entendu parler d'un missile ou d'un système d'armement qui ait été entièrement démantelé. Il y avait trop d'argent à se faire en les égarant et en leur trouvant un nouveau propriétaire. Et c'est ainsi que 2 de ces plateformes mobiles étaient venues rester tout ce temps dans un entrepôt d'une ville portuaire grecque, très près de la Turquie, et à moins d'1 kilomètre des docks. À l'intérieur de chacun des cylindres de lancement était lové un missile Tomahawk. Ils étaient tous opérationnels, ou susceptibles de le devenir avec un peu de tendresse et d'amour. Ces véhicules n'attendaient plus qu'à être sortis de l'entrepôt et chargés sur un navire pour une destination inconnue. C'étaient des armes conventionnelles, c'est vrai, mais il y avait sûrement encore des ogives nucléaires quelque part pour équiper ces missiles. Mais ce n'était pas le boulot de Brown de trouver des têtes nucléaires. C'était le problème de Jamal. C'était un type capable, et il devait sûrement déjà savoir où il allait se les procurer. Brown ne savait pas trop quoi en penser. Jamal jouait un jeu très dangereux. « Magnifique, dit Jamal. « Dieu est grand, dit l'un de ses hommes. Brown fit la grimace. Il n'aimait pas beaucoup la religion, et « magnifique » n'était certainement pas le terme qu'il aurait choisi. Ces véhicules étaient 2 des machines de guerre les plus moches que Brown ait jamais vues. Mais elles pouvaient faire des dégâts, ça, c'était sûr. « Ça te plaît ?» demanda Brown à Jamal. Jamal hocha la tête. « Oui, beaucoup. » « Alors, voyons voir l'argent. » L'homme qui portait les 2 sacs en toile s'approcha. Il laissa tomber les sacs sur le sol de l'entrepôt avant de s'agenouiller pour les ouvrir. « 1 million de dollars cash dans chaque sac, dit Jamal. Brown fit un geste de la tête à l'un de ses hommes, celui au crâne rasé. « Monsieur Clean, allez contrôler. » Clean s'agenouilla près des sacs. Il prit au hasard quelques liasses entourées d'un élastique dans chacun d'entre eux. Il sortit un petit scanner numérique de sa poche et prit plusieurs billets dans chacune des liasses. Il alluma la lumière UV du scanner et plaça les billets l'un après l'autre sur la fenêtre du scanner pour y contrôler la présence d'une bande de sécurité. Puis, il fit passer un crayon optique sur chaque billet pour vérifier les filigranes. C'était un processus assez long et fastidieux. Pendant que Clean s'attelait à sa tâche, Brown glissa une main à l'intérieur de sa veste pour toucher le canon de son arme. Il regarda Jones, qui acquiesça d'un geste de la tête. Si quelque chose devait arriver, ce serait maintenant. Mais la gestuelle des Arabes n'avait pas changé. Ils se contentaient d'observer d'un air impassible.
Brown prit ça pour un bon signe. Ils étaient vraiment là pour acheter les véhicules de lancement. Monsieur Clean laissa tomber une liasse de billets sur le sol. C'est bon. Il prit une autre liasse et se mit à en vérifier les billets à l'aide de son appareil. Quelques minutes s'écoulèrent. C'est bon. Il laissa tomber cette liasse au sol et en prit une autre. Les hommes continuaient à attendre en silence. C'est bon aussi. Il continua à vérifier les liasses suivantes. Après un moment, ça devint vraiment ennuyeux. L'argent était bien réel, apparemment. Brown se retourna vers Jamal. « Ok, je te crois. Ça fait bien 2 millions. » Jamal haussa les épaules. Il ouvrit sa veste et en sortit une grande pochette en velours. 2 millions cash et 2 millions en diamants, comme prévu. « Clean, » dit Brown. Monsieur Clean se mit debout et prit la pochette. Clean était l'expert en argent et en objets précieux. Il sortit un autre appareil électronique de sa poche, un petit carré noir avec une pointe d'aiguille. L'appareil était équipé de lumière sur le côté et il servait à tester la dispersion de la chaleur et la conductibilité électrique des pierres. Clean sortit une pierre après l'autre de la pochette et appuya délicatement la pointe d'aiguille sur chacune d'entre elles. À chaque fois qu'il en touchait une, un timbre chaleureux se faisait entendre. Il en avait déjà vérifié une douzaine avant que Brown lui adresse à nouveau la parole. « Clean !» Clean regarda Brown et lui sourit. « Pour l'instant, elles sont toutes bonnes, » dit-il. « Ce sont toutes des diamants. » Il en testa une autre, puis encore une autre, et ainsi de suite. Brown se tourna vers Jamal, qui faisait déjà signe à ses hommes de retirer les bâches et de monter à bord des véhicules. « Ça a été un plaisir de faire des affaires avec vous, Jamal. » Jamal le regarda à peine. De même. Toute son attention était concentrée sur ses hommes et sur les véhicules. L'étape suivante de leur voyage avait déjà commencé. Faire entrer 2 plateformes de lancement de missiles nucléaires au Moyen-Orient ne devait pas être une mince affaire. Brown leva le bras. « Hé, Jamal !» L'homme mince se retourna dans sa direction et eut un geste impatient de la main. « Quoi ? Si vous vous faites prendre avec ces trucs… » Jamal sourit, cette fois-ci. « Je sais, on ne s'est jamais rencontrés. » Il se retourna et se dirigea vers le véhicule qui se trouvait le plus près de lui. Brown se tourna vers M. Jones et M. Clean. Jones avait un genou à terre, et il remettait les liasses de billets dans les sacs en toile. Clean était toujours occupé à tester les diamants. Il les manipulait l'un après l'autre, en tenant toujours son appareil en main. C'était vraiment le jackpot. Les choses s'amélioraient finalement après le fiasco qui avait forcé Brown à quitter son propre pays. Il sourit. Et tout ça en une journée de travail. Mais il y avait tout de même quelque chose qui dérangeait Brown dans tout ça. Ces hommes n'étaient pas assez attentifs. Ils étaient distraits par tout cet argent. Ils avaient de baisser leur garde, et lui aussi. Dans une toute autre situation, ça aurait pu mal tourner, car tout le monde n'était pas aussi fiable que Jamal. Il se retourna pour regarder à nouveau les Arabes. Jamal était debout à côté du véhicule, et il tenait une Uzi en main. 2 de ses hommes se tenaient à côté de lui, et ils pointaient le canon de leur arme sur Brown et ses hommes. Jamal sourit. « Clean !» hurla Brown. Jamal se mit à tirer, et ses hommes en firent de même. Brown entendit les rafales venant des mitraillettes, et il eut l'impression d'être aspergé par une lance d'incendie. Il sentit les balles le transpercer de part en part, et son corps entra dans une sorte de transe contre laquelle il lutta, mais en vain. C'était comme si les balles le maintenaient debout, le faisant se trémousser sur place. Pendant un instant, il perdit connaissance. Un voile noir lui couvrit les yeux, puis il se retrouva couché sur le dos, sur le sol en béton de l'entrepôt. Il sentit le sang couler de son corps. Le sol commençait à être humide, et une flaque de sang commençait à se former. Il ressentit une vive douleur. Il regarda en direction de M. Clean
et de M. Jones. Ils étaient tous les deux morts, le corps criblé de balles. Seul Brown était encore vivant. Il se rendit compte qu'il avait toujours été un survivant. Il avait toujours fini par s'en sortir. Après plus de 2 décennies de combat, il était hors de question qu'il meure maintenant et de cette manière. C'était impossible. Il était trop bon dans ce qu'il faisait. Tellement d'hommes avaient essayé de le tuer, et ils avaient toujours échoué. Sa vie n'allait pas se terminer de cette façon. Il essaya de mettre la main à l'intérieur de sa veste pour prendre son arme, mais son bras lui répondit à peine. Puis il remarqua que, malgré la douleur, il ne sentait plus ses jambes. Il ressentit une douleur intense au niveau de l'abdomen, à l'endroit où il avait été touché. Il avait également une douleur à l'arrière du crâne, à l'endroit où il avait violemment heurté le sol. Il souleva légèrement la tête pour regarder ses pieds. Ses jambes étaient toujours bien là et attachées à son corps, mais il ne les sentait plus. Les balles m'ont sectionné la colonne vertébrale. Cette pensée l'horrifia. Il imagina à quoi allait ressembler son avenir, se retrouver dans une chaise roulante, essayer de se hisser sur le siège conducteur de sa voiture pour handicapé, vider la poche de stomie qui drainait les selles de son système digestif. Non, il secoua la tête. Ce n'était pas le moment de penser à ça. Il devait agir. L'arme de Clean devait se trouver quelque part au-dessus de sa tête. Il tendit le bras, en ressentant une vive douleur en le faisant, mais il ne trouva rien. Il se mit à ramper vers le haut, en traînant ses jambes derrière lui. Quelque chose attira son regard. Il leva les yeux, et il vit Jamal, qui fanfaronnait en le regardant. Le connard avait même un sourire aux lèvres. En s'approchant, il leva le canon de son arme, qu'il pointa sur Brown. 2 de ses hommes se trouvaient à ses côtés. « N'essaye pas de faire quoi que ce soit, Brown. Contente-toi de rester tranquille. » Les hommes de Jamal prirent les 2 sacs en toile, avec l'argent et la pochette contenant les diamants. Puis, ils retournèrent vers les véhicules et grimpèrent dans la cabine du véhicule de tête. Les phares s'allumèrent. Brown entendit le moteur démarrer et il vit une fumée noire sortir de la cheminée qui se trouvait du côté conducteur. « Je t'aime bien, » dit Jamal, « mais les affaires sont les affaires, tu comprends? Sur ce coup-ci, on ne laisse rien derrière nous. Désolé. Vraiment. » Brown essaya de dire quelque chose, mais il semblait ne plus avoir de voix. Seuls des gargouillements sortirent de sa bouche. Jamal leva à nouveau le canon de son arme. « Tu veux que je te laisse 1 minute pour prier ?» Brown faillit se mettre à rire. Il secoua la tête. « Tu sais quoi, Jamal? Tu me fais rire. Ta religion, c'est de la foutaise. Si je veux prier qui? Dieu n'existe pas, et tu t'en rendras compte dès que tu... » Brown vit un éclair sortir du canon de la mitraillette, et il se retrouva allongé sur le dos, les yeux écarquillés et rivés sur le plafond de l'entrepôt. Chapitre 5 21h45 Heure avancée des Rocheuses. 23h45 Heure d'été de l'Est. Prison fédérale, ADX, Florence, Supermax. Florence, Colorado. « On y est, » dit le gardien. « Bienvenue dans notre petit nid douillet. » Luc traversait les couloirs de la prison, la plus sécurisée des États-Unis. 2 gardiens corpulents en uniforme brun le flanquaient de chaque côté. Ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau, avec leurs coupes militaires à la brosse, leurs épaules et leurs bras massifs, et leur abdomen protubérant. Leur corps raide et lourd s'avançaient comme des joueurs de ligne qui n'auraient plus joué au football depuis quelque temps. Ils n'avaient pas dit spécialement l'air en forme au sens traditionnel du terme, mais ils avaient la taille parfaite pour leur boulot. Au corps à corps, ils pouvaient appliquer suffisamment de force sur les prisonniers récalcitrants. Le bruit de leurs pas résonnait sur le sol en pierre. Ils passèrent devant des dizaines de portes fermées de cellules. Les portes étaient en acier
et elles avaient une ouverture étroite sur le bas, comme une fente de boîte aux lettres, à travers laquelle les gardiens faisaient glisser les repas aux prisonniers. Elles avaient également 2 petites fenêtres en acier trempé qui faisaient face au couloir. Quelque part dans le couloir, un homme hurlait. On aurait dit un cri d'agonie qui continuait encore et encore, sans avoir l'air de jamais s'arrêter. C'était le soir, et ce serait bientôt l'extinction des feux, et le hurlement de cet homme donnait la chair de poule. Luc crut discerner des mots au milieu des cris. Il regarda l'un des gardiens. « Il va bien, » dit le gardien. « Vraiment. Il n'a mal nulle part. Il se contente juste de hurler. » L'autre gardien intervint. « La solitude leur fait parfois perdre un peu la tête. »« La solitude ?» dit Luc. « Vous voulez dire l'isolement ?» Le gardien haussa les épaules. « Oui. » Ce n'était qu'une question de sémantique pour lui. Après son boulot, il rentrait chez lui. Il mangeait au Denny's du coin et bavardait avec les habitués. Il avait une alliance à la main gauche, il devait avoir une femme et probablement des enfants. Il avait une vie en dehors de ces murs. Mais les prisonniers? Pas vraiment. Luc savait que quelques dates criminelles célèbres avaient en fait un séjour ici. Le Unabomber Ted Kaczynski y était actuellement incarcéré, tout comme Dzhokhar Tsarnaev, l'un des 2 terroristes du marathon de Boston. Le mafioso John Gotti avait vécu ici pendant des années, ainsi que son violent homme de main, Sammy the Bull Gravano. C'était une infraction aux normes de sécurité de laisser entrer Luc au-delà du parloir, mais on était de toute façon en dehors des heures de visite, et il s'agissait d'un cas spécial. Un prisonnier avait des informations importantes à donner, mais il insistait pour parler personnellement à Luc, et pas par téléphone à travers une vitre épaisse, mais face à face, dans sa cellule. C'était la présidente des États-Unis elle-même qui avait demandé à Luc d'accepter cette entrevue. Ils s'arrêtèrent devant une porte blanche qui ressemblait à toutes les autres. Luc sentit son cœur s'arrêter. Il était un peu nerveux. Il ne chercha pas à apercevoir l'homme à travers les minuscules fenêtres. Il ne voulait pas le voir comme ça, enfermé dans une cellule. Il voulait qu'il soit plus grand que nature, qu'il reste légendaire. « C'est mon devoir de vous informer, » dit l'un des gardiens, « que les détenus de cette prison sont considérés parmi les plus violents et les plus dangereux actuellement incarcérés dans le système pénitentiaire des États-Unis. Si vous choisissez d'entrer dans cette cellule, vous déclinez. » Luc leva la main. « Épargnez-vous le discours, je connais les risques. » Le gardien haussa à nouveau les épaules. « Comme vous voudrez. » « Je voudrais également que cette conversation ne soit pas enregistrée, » dit Luc. « Il y a des caméras de surveillance qui filment l'intérieur des cellules 24 heures sur 24, » dit le gardien. « Mais il n'y a pas de son. » Luc hocha la tête. Il n'en croyait pas un mot. « Ok, je crierai si j'ai besoin d'aide. » Le gardien sourit. « On ne vous entendra pas. » Alors j'agiterai frénétiquement les mains. Les 2 gardiens se mirent à rire. « Je serai au bout du couloir, » dit l'un d'entre eux. « Cognez à la porte quand vous aurez envie de sortir. » Un bruit de serrure se fit entendre et la porte se mit lentement à s'ouvrir. Apparemment, il y avait bien quelqu'un qui les observait quelque part. La porte s'ouvrit sur une cellule sombre et minuscule. La première chose que Luc remarqua, ce fut la toilette en métal. Il y avait un robinet au-dessus. C'était une combinaison étrange mais plutôt logique, finalement. Tout le reste était en pierre. Un étroit bureau en pierre s'étendait depuis le mur et un tabouret rond surgissait du sol juste devant lui. Sur le bureau, il y avait plusieurs feuilles de papier, quelques 2 livres et 4 ou 5 gros crayons. Tout comme le bureau, le lit était étroit et fait en pierre. Un fin matelas y était posé avec une couverture verte qui semblait être en laine. Il y avait une étroite fenêtre dans le mur du fond, encadrée de verre, qui faisait peut-être 60 cm de haut et 15 cm de large.
Il faisait noir à l'extérieur, à l'exception d'une lumière jaune provenant d'une lampe fixée au mur extérieur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.